webinaire. Donc, je vais commencer par me présenter, le temps que les derniers arrivants arrivent pour la présentation. Donc, je m'appelle Antoine, je suis consultant à l'expertcomptable.com. Moi, je m'occupe de mes clients pour la création de leur entreprise et également pour le suivi comptable tout au long de l'année. Donc, voilà comment ça va se passer pour ce webinaire. Tout d'abord, au niveau du thème du webinaire, donc ce sera par rapport au statut juridique des sociétés. Évidemment, quand on souhaite créer son activité, la première question qu'on se pose, c'est quel statut juridique est-ce qu'on va adopter? Donc, sur ce webinaire, je vais être là pour vous accompagner et pour vous éclaircir par rapport à ces statuts et à leurs différentes particularités. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis accompagné de ma collègue Laura, qui sera là pour y répondre avec grand plaisir. Donc, pour poser des questions, c'est super simple. Il vous suffit tout simplement de cliquer à la droite de votre écran, sur le petit point d'interrogation. Et puis, normalement, Laura va vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, on va commencer la présentation sur les statuts juridiques. Donc, vous allez voir défiler les slides sur votre écran. Surtout s'il y a un problème de diffusion, n'hésitez pas à le remonter dans les questions. Comme ça, on verra ce que l'on pourra faire en cas de problème, bien évidemment. Alors, je vais vous annoncer le sommaire. Alors, au niveau du sommaire, très simple, on va voir ce que nous allons présenter par la suite. Alors, on va tout d'abord présenter les différentes formes juridiques les plus usuelles, donc les plus utilisées en France. Donc, il y a l'entreprise individuelle, l'EURL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SARL également. Donc là, c'est la société à responsabilité limitée, pardon. Donc, ce qui différencie l'EURL de la SARL, c'est tout simplement le nombre d'associés. On verra ensuite les particularités de la SAS et de la SASU, donc société par action simplifiée et SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. On verra également tous les impacts par rapport au choix de ces différents statuts, voir leurs caractéristiques, notamment en termes de responsabilité des associés, très important, le régime fiscal également, et aussi le statut social du dirigeant. Et par la suite, à la toute fin de ce webinaire, on verra le régime micro de l'auto-entreprise. Donc, au niveau des formes les plus usuelles, vous voyez devant vous un graphique qui présente d'année en année le ratio entre micro-entrepreneurs, entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs, bien évidemment, et les sociétés. Donc, on voit que le ratio reste assez équivalent d'année en année. Là-dessus, rien de particulier à dire. Donc, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Sur les formes les plus usuelles, il y a l'entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle, c'est une personne physique qui signale à l'administration, aux impôts, qu'elle exerce une activité professionnelle. Donc, dans tous les différents domaines que vous pouvez imaginer. La particularité de l'entreprise individuelle, c'est qu'il n'y a pas de statut à rédiger, pas de capital social, ni de création de personne morale. Vous êtes en personne physique, en nom propre. Le compte bancaire, lui, est au nom du dirigeant. Et le statut social du dirigeant, c'est le statut TNS. Donc, le statut TNS, c'est le statut travailleur non salarié. Donc, on y reviendra par rapport à ce statut-là par la suite de ce webinaire. Donc, l'avantage de l'entreprise individuelle, c'est qu'au niveau de la création, les processus de création sont super simples. Donc, c'est-à-dire que par rapport à une société où là, il y a rédaction de statut, etc., l'entreprise individuelle, pour la création et même pour la fermeture, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux qu'une société. Et en avantage, également, c'est qu'il n'y a pas d'assemblée générale à tenir comme il pourrait y avoir dans une société. Au niveau des inconvénients, sur l'entreprise individuelle, c'est la confusion du patrimoine. Donc, ce que je veux dire par confusion du patrimoine, c'est le patrimoine personnel qui n'est pas, différencié du patrimoine professionnel. Donc, forcément, par exemple, en cas de difficulté auprès de l'administration en termes de paiement, de dette, etc., ça peut poser beaucoup de problèmes. Autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'opter à l'IS. Donc l'IS, vous le verrez beaucoup sur les slides, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, hors
EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Pardon, à responsabilité limitée, je vais y arriver. On ne peut pas opter à l'IS pour l'entreprise individuelle classique. Et en entreprise individuelle, comme son nom l'indique, on ne peut pas s'associer avec d'autres personnes. Alors, slide suivante. Également, dans les formes les plus utilisées lors de création d'activités, on a la SAS et la SASU. Donc, au niveau de leurs caractéristiques, la SAS et la SASU, c'est une personne morale, donc différenciée de la personne physique. Les statuts sont vraiment personnalisables par rapport aux souhaits des créateurs. Donc, c'est-à-dire que en termes d'articles à intégrer dans les statuts, c'est vraiment personnalisable par rapport à une EURL. Donc, on y reviendra aussi également par la suite. Il n'y a pas de capital minimum. Donc, le capital, c'est l'argent qu'on injecte à la création de la société. Et au niveau du nombre d'associés, il n'y a vraiment aucune limite. Le patrimoine, lui, est distinct avec celui des associés. C'est-à-dire qu'il y a bien une différenciation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Le compte bancaire, lui, c'est un compte bancaire professionnel, donc qui est au nom de la société et non au nom du dirigeant ou du président. Et la différence, là, au niveau du statut social, par rapport à l'entreprise individuelle, c'est que le président, le dirigeant, lui, est assimilé salarié. Donc, c'est complètement différent du régime TNS. Alors, assimilé salarié, on cotise auprès de la sécurité sociale classique, alors que le régime TNS, on cotise auprès de la sécurité sociale des indépendants, ce qui est deux choses complètement différentes. Au niveau des avantages, pour la SAS et la SASU, donc en société, c'est la protection du patrimoine, comme on l'a vu, la souplesse des statuts également, et également en termes de dividendes, en SAS et en SASU, contrairement à l'EURL, les dividendes, eux, ne sont pas soumis à cotisation sociale. Donc ça peut être vraiment intéressant dans l'optique où vous voulez optimiser le cash, entre guillemets. Après, tout dépend. Au niveau des inconvénients, le coût de la création, forcément, est plus élevé qu'une entreprise individuelle, forcément, et qu'une EURL, SARL. Pourquoi? Parce que s'il y a personnalisation des statuts, forcément, les coûts de création sont impactés. Et aussi, l'inconvénient, c'est au niveau des coûts des cotisations sociales en tant qu'assimilé salarié. Quand vous souhaitez vous prendre une rémunération en tant que président, on est à 75-80% de cotisations sociales donc, en assimilé salarié, c'est-à-dire que pour 1 000 € net dans votre poche, ça va coûter en tout à la société 1 750, 1 800 €. Encore une fois, ce n'est pas des chiffres exacts, mais ça peut donner une bonne idée du tarif. Alors surtout, n'hésitez pas, si je ne suis pas assez clair sur les slides, si je vais trop vite, n'hésitez pas, comme je vous le rappelle, à poser vos questions à Laura. Elle est là pour y répondre. Alors, au niveau des impacts, donc on va voir les impacts qu'il y a en termes de responsabilité des associés, de régime fiscal et du statut social des dirigeants par rapport aux différentes formes qu'on vient de voir précédemment. La responsabilité des associés. Donc, on va un petit peu revoir ce qu'on a dit au préalable. Donc, pour limiter le risque qui pèse sur l'entrepreneur individuel, on peut faire une déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier. Donc, en entreprise individuelle, le patrimoine, je me répète encore une fois, mais c'est important de le comprendre, que le patrimoine est confondu, alors qu'en société, les patrimoines sont distincts. J'ai parlé d'entreprise individuelle à responsabilité limitée, donc c'est une entreprise individuelle, sauf que là, on arrive à dégager via une déclaration le patrimoine vous pourrez par la suite nous poser la question, parce que bien sûr, l'expertcomptable.com sera là pour vous conseiller sur les meilleures choses. Oui, mais en tant que présentateur, enfin organisateur, entre guillemets. Alors, au niveau du régime fiscal, donc
L'impôt en entreprise, lui, est calculé sur le bénéfice. Donc, il y a deux modes d'imposition des bénéfices selon les formes juridiques. Donc, on a l'impôt sur le revenu, qui est notifié hier sur les slides, et l'impôt sur les sociétés, qui est notifié IS. En entreprise individuelle, de droit, on est imposé à l'IR. Aucune option n'est possible. Entreprise individuelle, vous serez toujours imposé à l'impôt sur le revenu. Vous ne pourrez pas choisir l'impôt sur les sociétés. En URL, de droit, on est imposé également à l'impôt sur le revenu. Sauf que là, il y a une option qui est possible. C'est l'option à l'IS qui est non irrévocable si le choix est fait avant le 6e exercice. En URL, là, on est également imposé de droit à l'IR. Une option est possible pour l'IS, donc toujours non irrévocable si le choix est fait avant le 6e exercice, au même titre que le IRL. En SARL et en SAS, l'imposition de droit, là, c'est l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. On a une option qui est possible pour l'IR, mais sur une durée de 5 ans maximum. Donc voilà, on voit qu'il y a différentes méthodes d'imposition. Chaque méthode d'imposition a ses avantages selon votre situation, selon par exemple le résultat que vous allez faire, le nombre de parts sur votre impôt sur le revenu. Et toujours, on est là pour vous conseiller l'expertcomptable.com si vous souhaitez créer par rapport au meilleur régime fiscal adopté selon vous, votre situation. Alors, quel impact au niveau du régime fiscal à l'IR? Donc, on va voir comment est calculé l'IR sur une activité. Donc, on a le calcul du bénéfice. Donc, on prend le chiffre d'affaires moins toutes les charges de gestion courantes, moins les cotisations sociales. On arrive au final au bénéfice ou au déficit, en espérant que ce ne soit pas le cas. Et c'est le bénéfice, donc c'est une équation, c'est le bénéfice qui sert de base de calcul aux cotisations sociales du dirigeant. Et c'est le bénéfice à l'IR qui est imposé sur le revenu. Sauf en URL, où là, quand vous êtes à l'IS, c'est la rémunération qui est imposée sur le revenu, et pas le bénéfice. Alors attention, le salaire du dirigeant n'est pas une charge à l'IR. C'est pour ça qu'il est important de souscrire à ce qu'on appelle un centre de gestion agréé ou alors à un expert comptable qui bénéficie du visa fiscal. Pourquoi? Tout simplement parce que si on n'a pas de centre de gestion agréé, soit de visa fiscal, à l'IR, on a une majoration de la base imposable de 25%, donc ce qui est dommage. À savoir que nous, sur l'expertcomptable.com, évidemment, on propose pour toutes les activités soumises à l'IR, le visa fiscal. Alors, au niveau du système de calcul par rapport au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, donc ça suit pratiquement le même cheminement au début. Donc, chiffre d'affaires moins les charges de gestion courante, moins la rémunération du dirigeant, moins les cotisations sociales qui, elles, là, à contrario, sont calculées sur la rémunération réelle et pas sur le bénéfice. On arrive à un résultat fiscal, donc autrement appelé résultat avant impôt, donc avant impôt sur les sociétés. Ensuite est calculé l'impôt sur les sociétés, donc c'est le résultat fiscal qui sert de base de calcul à l'impôt sur les sociétés. On viendra tout à l'heure dans la suite de ce webinaire aux méthodes de calcul de l'impôt sur les sociétés, notamment aux tranches d'imposition et aux pourcentages. Et in fine, forcément, on a le bénéfice ou, dans le plus malheureux des cas, le déficit. Bénéfice que l'on peut prendre en dividende ou alors que l'on peut laisser en réserve dans la société, voilà, si on ne souhaite pas prendre de dividendes ou pour, par exemple, couvrir des pertes futures si on arrive à les anticiper. Alors, au niveau de l'impôt sur les sociétés, comme je le disais tout à l'heure, ça marche par tranche. Donc, il y a 3 taux d'imposition. Le taux d'imposition à 15% qui est de 0 à 38 120 € de bénéfices. À savoir que si ce n'est pas une année complète, la base est proratisée. Ensuite, au-delà de 38 120 €, on a 28% d'imposition. Et au-delà de 500 000 €, donc ce qui reste assez rare, hein, mais c'est tout le mal que je vous souhaite, on arrive à 31% d'imposition.
Donc, c'est pas on dépasse une tranche, on est imposé sur la tranche entière à laquelle on est éligible. Hein. C'est vraiment un système de tranche. Donc, si vous dépassez, si vous êtes par exemple à 70 000 euros de chiffre d'affaires, bah, vous aurez 38 120 euros imposés à 15%. Et ce qui est au-delà des 38 120 euros, donc la différence entre les 70 000, sera elle imposée à 28%. Donc, voilà un petit peu pour le système. Et toujours, si vous avez des questions, si j'ai pas été assez clair par rapport à ça, n'hésitez pas à poser vos questions à Laura, ma collègue. Alors, au niveau du statut social, donc le statut social du dirigeant, on va voir les impacts par rapport au statut d'assimilé salarié et au statut de travailleur non salarié, donc TNS. Hein, donc, comme on l'a vu précédemment, selon la forme juridique, on est travailleur non salarié, donc entreprise individuelle, EURL, SARL gérant majoritaire, ou alors on est assimilé salarié, donc en SAS, SASU et SARL lorsque la gérance est minoritaire. Travailleurs non salariés, on est à la sécurité sociale des indépendants. Alors, la base pour l'impôt sur les sociétés, c'est la rémunération plus les dividendes, et la base d'impôt sur le revenu, c'est les bénéfices. En TNS, donc travailleurs non salariés, il n'y a aucunement besoin de faire des fiches de paie. Donc, ça peut être un avantage également au niveau du coût, même si c'est risible en termes de coût, du moins sur l'expertcomptable.com. Au niveau des déclarations et des paiements, alors la déclaration, elle se fait annuellement et c'est un forfait puis une régularisation. Effectivement, l'administration, donc autrement dit l'URSSAF, lorsqu'elle vous appelle les cotisations, elles sont basées sur l'année précédente. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'avoir le revenu final pour pouvoir vous appeler les cotisations exactes que vous devez payer. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un appel provisionnel et une régularisation qui est faite suite à la déclaration d'impôt sur le revenu qui est envoyée à l'URSSAF aux alentours du mois de mai-juin de chaque année. Assimilé salarié, donc là, on est à la sécurité sociale classique. Au niveau de l'impôt sur la société, c'est calculé sur le brut du bulletin, également pour l'impôt sur le revenu. Là, il y a les fiches de paye. Donc, par exemple, vous êtes président d'une SASU dans le domaine du conseil informatique, vous souhaitez vous rémunérer via une fiche de paye. Là, assimilé salarié, c'est obligatoire, il faut faire la fiche de paye. Fiche de paye qui est possible de faire si vous avez une mission sur l'expertcomptable.com. Au niveau des déclarations des paiements, là, c'est des paiements mensuels et trimestriels. Donc, ça dépend si c'est l'URSSAF ou les caisses de prévoyance. Ça dépend des caisses, tout simplement. Alors, au niveau des impacts, par rapport à ces différents statuts, par rapport aux dirigeants, il y a deux remarques à faire. C'est qu'en TNS, la couverture est moindre pour la prévoyance, ce qui explique aussi le taux de cotisation qui est plus faible que lorsque vous êtes assimilé salarié. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à mettre en place des contrats complémentaires Madelin qui permettent au final d'arriver à une aussi bonne couverture que si vous étiez assimilé salarié au final. Et en TNS, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une cotisation minimale à verser, même sans salaire perçu. C'est-à-dire que voilà, vous ne prenez pas de salaire, il y a toujours une cotisation minimale. Alors que lorsque vous êtes assimilé salarié, là c'est différent, vous ne prenez pas de salaire, pas de cotisation sociale. Donc c'est un avantage également pour ce niveau-là du moins. Donc le forfait de cotisation minimale, quand on ne prend pas de rémunération en TNS, c'est 1 000 € par an avec l'exonération ACRE et 3 000 € sans l'exonération ACRE. Donc, l'exonération ACRE, pardon, je ne vous ai pas précisé, c'est une exonération partielle sur les cotisations sociales. Donc, il y a différents, vous devez répondre à différents critères pour pouvoir y avoir droit. Donc, ça, c'était en 2018, mais à partir de 2019, pour tous les créateurs, vous y avez le droit d'office. C'est bien, ça a évolué dans le bon sens pour une fois. Alors, on va voir pardon, le régime micro. Donc, le régime micro, c'est le régime de l'auto-entreprise. On va voir les grands principes. Alors, l'auto-entreprise, on peut y prétendre
toutes les catégories d'activités commerciales, artisanales et libérales. Alors, les grands principes, c'est que les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu, c'est calculé directement sur le chiffre d'affaires encaissé. L'auto-entreprise bénéficie d'une comptabilité très légère, c'est-à-dire que voilà, de toute façon, à la base, ça a été créé pour simplifier toutes les démarches administratives pour les gens qui veulent se lancer, qui ont peut-être pas trop de prétentions en termes de chiffre d'affaires, du moins en début. C'est vrai que c'est super pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça évite pas mal de tracas au début, même si les tracas sont pas forcément justifiés si on crée une société. C'est qu'on a la possibilité d'avoir la franchise de TVA, c'est-à-dire ne pas être soumis à la TVA si on ne dépasse pas un certain seuil qu'on va voir par la suite. Alors, voilà. Pour en revenir au seuil, différents seuils par rapport au régime micro à ne pas franchir. Attention, ils sont proratisés sur l'année, donc il ne faut pas se faire avoir à ce niveau-là. Il faut toujours être vigilant. Donc, il y a le seuil du régime micro-fiscal. Donc, pour une activité commerciale et artisanale, on est jusqu'à 170 000 euros. Il y a les seuils majorés de franchise de TVA. Donc, activité commerciale et artisanale, là, on est entre 82 800 euros et 170 000 euros. Et au-delà, on bascule dans le régime de l'entreprise individuelle si on dépasse le seuil de 170 000 euros, toujours pour les activités commerciales et les activités artisanales. Au niveau des prestataires de services, les seuils sont différents. Donc, c'est les seuils que vous avez sur la deuxième ligne. Donc, le seuil du régime microfiscal, il est jusqu'à 70 000 euros. Le seuil pour la franchise en base de TVA, c'est entre 33 200 et 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et au-delà, on bascule dans l'entreprise individuelle si on dépasse 70 000 euros sur l'auto-entreprise de chiffre d'affaires. Donc au-delà, c'est entreprise individuelle. Donc voilà, pour plus de détails sur l'auto-entreprise, n'hésitez pas, on va faire un webinaire prochainement. Donc comme ça, vous aurez toutes les précisions et comme d'habitude, vous pourrez poser des questions par rapport à ça. Alors, un petit tableau récapitulatif par rapport aux différentes formes juridiques. Donc, on a l'entreprise individuelle, donc on va revoir les avantages et inconvénients de chaque statut. Donc l'avantage, pour récapituler, entreprise individuelle, le process de création est comparativement beaucoup plus simple qu'une société, pas d'assemblée générale à tenir. Inconvénient, comme on l'a vu, la confusion du patrimoine personnel et professionnel, donc ça implique forcément une plus grande responsabilité, il faut être vachement vigilant par rapport à ça. En URL et en SARL, donc c'est une société, donc personne morale. Il y a une différenciation entre le patrimoine personnel et professionnel, donc c'est une sécurité supplémentaire. Le coût des cotisations sociales sur la rémunération est plus modéré sur le URL que sur la SASU. Pourquoi? Parce que vous êtes en statut TNS. Au niveau des inconvénients pour le URL et la SARL, c'est la rigidité des statuts et comme on l'a vu également, les dividendes qui sont eux soumis aux cotisations sociales. Également en SASU et en SAS, au niveau des avantages, toujours c'est une société, donc personne morale, protection du patrimoine, etc. Vous connaissez à comprendre ce principe. L'avantage, c'est que les dividendes ne sont pas soumis à cotisation sociale. A contrario, sur le URL, comme on l'a vu, ils y sont. Les inconvénients de la SASU, le coût de la création est beaucoup plus élevé, du moins, j'exagère peut-être un peu, si on souhaite des statuts personnalisés. Et en inconvénient, le coût des cotisations sociales qui est plus élevé que lorsque l'on est travailleur non salarié. Et enfin, on a le régime micro, donc avantage, création rapide, calcul des cotisations sociales simple, le formalisme est réduit, très peu de démarches administratives, également la création d'un régime micro, c'est gratuit, une auto-entreprise, la fermeture, ça se ferme très facilement. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients, c'est bien sûr la limite du chiffre d'affaires et le fait qu'on ne peut pas déduire de charges
sur l'auto-entreprise, étant donné que c'est calculé directement sur le chiffre d'affaires. Alors, je vais revenir sur une slide que je crois avoir loupée. Alors, je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau du PDF. C'était la slide sur l'URL et la SARL. Donc, ça doit être celle-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va revenir dessus, même si effectivement, implicitement, j'ai expliqué les caractéristiques lors de ce webinaire. Alors, on va revenir dessus pour récapituler. Donc, l'URL et SARL, donc personne morale, les statuts qui sont assez stricts. Il n'y a pas de capital minimum. Les associés, c'est pas illimité. Là, c'est entre 1 et 100, contrairement à la SAS et à la SASU. Le patrimoine est distinct. Donc ça, je ne fais que vous le répéter. Le compte bancaire est tout nom de la société. Statut social dirigeant et les associés existants doivent agréer les nouveaux associés si effectivement ils veulent rentrer dans la société. Donc voilà pour cette slide. Alors, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais elle a été loupée. Je ne pense pas que ça vous ait trop perdu sur la présentation. Mais encore une fois, si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à poser vos questions à Laura, qui est là pour y répondre avec grand plaisir. C'est ce qu'elle fait. Je l'entends taper sur son clavier depuis tout à l'heure. Donc ça se passe très bien, je pense. Alors, donc voilà. Au final, il n'y a pas de meilleure forme juridique qu'une autre. Une forme juridique est adaptée à un besoin, à une situation, à votre situation personnelle. C'est pour ça, sinon tout le monde prendrait la même forme juridique. Donc nous, à l'expertcomptable.com, on est là pour répondre à cette question. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Surtout, vous allez recevoir un mail avec la rediffusion du webinaire. Et sur le mail, vous pourrez prendre un rendez-vous pour 15 minutes de conseils gratuits. Donc, surtout si vous êtes créateur de société, n'hésitez pas. Ou alors, si vous voulez changer de comptable et puis essayer, pourquoi pas, une solution en ligne qui est peut-être un peu plus dans l'air du temps, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre rendez-vous. On se fera un plaisir de faire entretien avec vous. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous libère et puis je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est encore là pour y répondre. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir.